Plus d'1 billion de dollars viennent de s'évaporer du marché des crypto-monnaies en moins de 72 heures. Le Bitcoin est passé de sommets quasi historiques à des niveaux qui ont anéanti des milliards de positions à effet de levier. L'Ethereum a suivi. Les altcoins se sont effondrés. Et tous les médias financiers vous disent que ce n'est qu'une autre correction, juste un autre cycle, juste le marché qui fait son œuvre. Mais et si je vous disais que ce n'était pas un effondrement du tout, et si c'était le coup d'envoi de quelque chose de bien plus délibéré, quelque chose qui a été planifié pendant des mois, exécuté par des acteurs dont la plupart des gens ignorent même l'existence, et conçu pour remodeler tout le paysage des crypto-monnaies avant même le début de la prochaine course haussière. Restez avec moi, car ce que je suis sur le point de vous montrer dans les 60 prochaines secondes va complètement changer votre façon de comprendre ce qui arrive réellement aux actifs numériques en ce moment. Les gros titres parlent d'un hiver crypto. Les analystes blâment les traders sur levier et les prises de bénéfices après le rallye. Les régulateurs pointent du doigt l'instabilité et disent que c'est pourquoi l'industrie a besoin de plus de surveillance. Et les investisseurs particuliers vendent en panique au plus bas, convaincus qu'ils ont raté le sommet et qu'ils doivent réduire leurs pertes avant que ça ne s'aggrave. Mais rien de tout cela n'explique ce qui a réellement déclenché cela. Rien de tout cela n'explique pourquoi les ventes ont commencé exactement à ce moment-là, pourquoi certains portefeuilles ont déplacé d'énormes quantités de Bitcoin des heures avant la chute, ou pourquoi les acteurs institutionnels ont discrètement accumulé pendant tout le déclin. Ce n'est pas le chaos, c'est une chorégraphie. Et ceux qui l'orchestrent l'ont déjà fait. Ils l'ont fait en mars 2020, lorsque le Bitcoin est tombé à 3800 dollars. Ils l'ont fait en mai 2021, lorsque la Chine a interdit le minage. Ils l'ont fait en novembre 2022, lorsque FTX s'est effondré. À chaque fois, le schéma est le même. Des ventes massives coordonnées, la panique sur les marchés de détail, puis une accumulation silencieuse par les institutions qui ont provoqué l'effondrement en premier lieu. Mais cette fois, quelque chose est différent. Parce que cette fois, la réinitialisation ne consiste pas seulement à éliminer les mains faibles. Il s'agit de se positionner pour un changement structurel dans la manière dont les crypto-monnaies sont réglementées, négociées et contrôlées au niveau institutionnel. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe en ce moment, vous vous réveillerez dans 6 mois en vous demandant pourquoi le Bitcoin est à 150 000 dollars et que vous n'en détenez pas. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se déroule. L'effondrement a commencé un dimanche soir. C'est déjà inhabituel. Les mouvements majeurs du marché se produisent rarement le week-end, lorsque la liquidité est faible et que la plupart des bureaux institutionnels sont fermés. Mais c'est exactement à ce moment-là que celui-ci a commencé. Le Bitcoin a chuté de 8% en moins de 2 heures. Pas de nouvelles majeures, pas de catalyseur, juste une vente agressive et soudaine. En 12 heures, tout le marché a suivi. L'Ethereum a baissé de 11%, Solana a baissé de 15%. Les altcoins plus petits ont perdu 20, 30, voire 40% de leur valeur. Les liquidations ont déferlé sur toutes les grandes bourses. Plus de 2 milliards de dollars de positions à effet de levier ont été anéantis en une seule journée. Et c'est là que ça devient intéressant. Pendant que les traders particuliers vendaient en panique et subissaient des pertes, les données de la blockchain montraient quelque chose de complètement différent se produire en arrière-plan. De grands portefeuilles, le genre détenu par les institutions et les particuliers fortunés, absorbèrent l'offre. Ils ne vendaient pas. Ils achetaient discrètement, méthodiquement, à des prix auxquels les particuliers étaient désespérés de sortir. C'est ce qu'on appelle une prise de liquidité, liquidity grab, et c'est l'une des plus anciennes astuces de la finance traditionnelle, désormais exécutée à la perfection sur les marchés des crypto-monnaies. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi déclencher cet effondrement spécifique à ce moment précis? Pour répondre à cela, vous devez comprendre ce qui s'est passé en coulisses dans l'infrastructure crypto-institutionnelle au cours des 6 derniers mois. En novembre, la bourse de Singapour a annoncé le lancement de contrats à terme perpétuels sur Bitcoin et Ether. C'est significatif car Singapour est l'un des centres financiers les plus strictement réglementés au monde. Il n'approuve pas de produits à moins qu'il n'y ait une demande institutionnelle et une clarté réglementaire. Ce lancement signifie que les acteurs majeurs se positionnent pour une exposition à long terme aux crypto-monnaies
via les canaux financiers traditionnels. À peu près au même moment, de nombreux rapports ont fait surface selon lesquels plusieurs fonds souverains et fonds de pension étaient en phase finale d'approbation pour une allocation directe en Bitcoin, non pas via des ETF. Garde directe. C'est un changement massif. Cela signifie que les plus grandes réserves de capitaux de la planète se préparent à entrer sur le marché, non pas en tant que spéculateurs, mais en tant que détenteurs à long terme. Et juste quelques semaines avant l'effondrement, le Financial Times a rapporté que plusieurs banques centrales exploraient des cadres pour détenir des actifs numériques dans le cadre de stratégies de diversification des réserves, non pas des stablecoins, non pas des monnaies numériques de banques centrales, mais de véritables Bitcoin et Ethereum. Vous avez donc des institutions qui se préparent à acheter. La clarté réglementaire s'améliore dans les juridictions clés. Des infrastructures sont construites pour des afflux massifs de capitaux. Et puis, soudain, le marché s'effondre. Coïncidence ou la configuration parfaite pour une accumulation à des prix bas avant que le véritable mouvement ne commence. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas concernant l'entrée institutionnelle sur un marché. Ils n'achètent pas aux plus hauts historiques. Ils ne courent pas après les prix. Ils créent les conditions pour que les prix viennent à eux. Et la façon la plus simple de le faire sur un marché relativement petit comme celui des crypto-monnaies est de déclencher une cascade de liquidation qui force les mains faibles à vendre à perte. Réfléchissez-y. Si vous gérez un fonds souverain avec des instructions d'acquérir 10 milliards de dollars de Bitcoin, vous n'allez pas simplement acheter au prix du marché et faire monter le prix contre vous-même. Vous attendez un effondrement. Mieux encore, vous contribuez à en créer un. Vous vous coordonnez avec d'autres grands acteurs pour vendre agressivement pendant les périodes de faible liquidité. Vous déclenchez des stop-loss et des appels de marge. Vous laissez la peur faire le reste. Ensuite, vous accumulez lentement pendant des semaines, tandis que tous les autres sont convaincus que le marché est en train de mourir. Ce n'est pas une conspiration, c'est une stratégie. Et c'est exactement ce que les données montrent qu'il s'est passé ici. Mais il y a une couche plus profonde à cela. Car pendant que le marché s'effondrait, quelque chose d'autre se produisait que presque personne n'a remarqué. Les cadres réglementaires avançaient. Dans le chaos d'un effondrement de marché, lorsque tout le monde est concentré sur l'action des prix et essaie de sauver son portefeuille, la politique avance sans résistance. Quelques jours seulement après le début de l'effondrement, plusieurs juridictions ont discrètement fait avancer les cadres de réglementation des stablecoins. Le genre qui sépare les stablecoins conformes de qualité institutionnelle des alternatives offshore non réglementées. Ce n'est pas une coïncidence, c'est délibéré, parce que voici ce qui est en train d'être construit en ce moment. Un système de crypto-monnaie à deux niveaux. Un niveau pour les institutions entièrement réglementées, entièrement conformes, avec accès à l'infrastructure bancaire, aux solutions de garde et à la clarté juridique, et un autre niveau pour les particuliers, les bourses offshore, les stablecoins non réglementés et l'incertitude constante. L'effondrement est le point de transition. C'est le moment où l'ère du Far West de la crypto se termine et où l'ère institutionnelle commence. Et ceux qui comprennent cela ne vendent pas. Ils accumulent autant qu'ils le peuvent avant que la structure ne se mette complètement en place et que les prix ne reflètent la nouvelle réalité. Laissez-moi vous montrer comment cela se manifeste concrètement. Actuellement, le Bitcoin se négocie bien en dessous de son niveau d'il y a 3 semaines. Le sentiment des particuliers a été baissier. La peur et l'incertitude dominent dans les réseaux sociaux et les forums de trading. La plupart des gens pensent que c'est le début d'un ralentissement plus long. Mais la profondeur d'offres institutionnelles sur les grandes bourses a augmenté et non diminué. Cela signifie qu'il y a de gros ordres d'achat en attente en dessous des prix actuels du marché, prêts à absorber toute vente supplémentaire. Ce n'est pas un comportement baissier, c'est un comportement d'accumulation. Parallèlement, les afflux vers les ETF Bitcoin aux États-Unis n'ont pas cessé. Même pendant l'effondrement, certains ETF institutionnels ont continué à enregistrer des afflux nets positifs. Cela signifie que les investisseurs professionnels utilisent l'effondrement comme une opportunité d'entrée et non comme un signal de sortie. Et en offshore, dans les juridictions moins transparentes, les bureaux de gré à gré ont signalé une activité record. C'est là que les institutions achètent de grandes quantités sans faire bouger les prix du marché. C'est invisible pour la plupart des traders, mais cela apparaît des semaines plus tard, lorsque l'offre se contracte soudainement et que le prix commence à monter sans cause apparente.
Tout cela mène à la même conclusion. L'effondrement était la mise en place. La réinitialisation est déjà en cours et au moment où elle deviendra évidente pour le marché au sens large, l'opportunité sera passée. Maintenant, c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Bitcoin. Il s'agit de toute l'architecture de la finance numérique qui est restructurée en temps réel. La réglementation des stablecoins est la clé. Une fois que les gouvernements établiront des règles claires sur quels stablecoins sont légaux et lesquels ne le sont pas, ils contrôleront efficacement les portes d'entrée et de sortie de tout l'écosystème crypto. Vous ne pourrez pas transférer de l'argent librement entre les bourses, les portefeuilles et la banque traditionnelle, à moins d'utiliser des stablecoins approuvés émis par des entités réglementées. Cela semble restrictif, et ça l'est, mais c'est aussi la clarté exacte dont les institutions ont besoin pour déployer des capitaux massifs. Elles n'entreront pas sur un marché où l'infrastructure fondamentale pourrait être fermée par une action réglementaire à tout moment. Mais une fois ce risque supprimé grâce à des cadres juridiques clairs, les vannes s'ouvriront. Et c'est à cela que cet effondrement se prépare vraiment. Les dernières pièces réglementaires se mettent en place. L'infrastructure est en cours de construction et le marché vient d'être réinitialisé à des prix qui rendent l'entrée institutionnelle attrayante plutôt que risquée. Vous assistez à la construction du pont entre la finance traditionnelle et la crypto-monnaie. Et le péage pour traverser ce pont est la conformité, la réglementation et la consolidation. La vision décentralisée et sauvage de la crypto à laquelle croyaient les premiers adoptants est remplacée par quelque chose de beaucoup plus contrôlé, mais aussi beaucoup plus précieux, du moins en termes de prix. Parce que le capital institutionnel ne se déverse pas dans le chaos. Il se déverse dans des marchés structurés et réglementés avec une clarté juridique. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un qui détient des crypto-monnaies en ce moment ou qui envisage d'entrer sur le marché? Cela signifie que vous êtes à un point d'inflexion. L'effondrement a effrayé la plupart des traders particuliers qui allaient nous vendre. Les mains faibles sont parties. Ce qui reste est un marché tranquillement accumulé par les acteurs qui comprennent ce qui va suivre. Si vous attendez la confirmation que les prix commencent à monter avant d'acheter, vous allez rater le point d'entrée car au moment où il sera évident que le plus bas est atteint et que la prochaine hausse a commencé, l'accumulation institutionnelle sera terminée et les prix reflèteront déjà la nouvelle réalité. Mais si vous comprenez que des effondrements comme celui-ci sont des caractéristiques et non des défauts de la façon dont les marchés passent d'une phase à l'autre, alors vous voyez cela pour ce que c'est réellement, une opportunité déguisée en catastrophe. Le billion de dollars qui a disparu de la capitalisation boursière des cryptos ne s'est pas évaporé dans l'air. Il a été transféré des spéculateurs à effet de levier aux accumulateurs patients, des vendeurs paniqués de détail à la profondeur d'offres institutionnelles, des mains faibles aux mains fortes. C'est ainsi que fonctionne chaque cycle de marché. Et la crypto, malgré toutes ses prétentions d'être différente, suit exactement le même schéma. Voici la dernière pièce que la plupart des gens ne comprendront pas avant qu'il ne soit trop tard. Cet effondrement, cette réinitialisation, toute cette séquence d'événements, ce n'est pas la fin du marché haussier. C'est le prérequis pour la prochaine phase. Vous ne pouvez pas avoir d'adoption institutionnelle sans clarté réglementaire. Vous ne pouvez pas avoir de clarté réglementaire sans structure de marché. Et vous ne pouvez pas construire une structure de marché pendant que les prix montent en flèche et que la spéculation des particuliers domine. Il faut un crash. Il faut de la peur. Il faut une consolidation. Et puis, une fois l'infrastructure en place et les mains faibles parties, il faut un catalyseur. Et ce catalyseur est déjà en cours de construction. C'est l'approbation de nouveaux produits financiers. C'est l'entrée des fonds souverains. C'est l'accumulation silencieuse qui se produit en ce moment même alors que tout le monde est convaincu que le marché est cassé. La réinitialisation secrète du Bitcoin ne se produit pas dans un futur lointain. Elle se produit en ce moment même, en temps réel. Pendant que les particuliers vendent et se plaignent de manipulation, les institutions construisent des positions qui définiront le prochain cycle. Pendant que la peur domine le sentiment, l'infrastructure pour le prochain bull run est en cours de construction. Et dans 6 mois, lorsque le Bitcoin se négociera à des niveaux qui semblent impossibles aujourd'hui, les gens regarderont en arrière et réaliseront que c'était l'opportunité. C'était la réinitialisation. C'était le point où le marché est passé de la spéculation à l'institution, du chaos à la structure, du pari à la classe d'actifs. Mais le véritable choc vient quand vous réalisez que cela ne concerne pas seulement les crypto-monnaies.
Ce même schéma, ce même mécanisme de réinitialisation est déployé actuellement sur toutes les grandes classes d'actifs. Et le prochain crash, celui qui fera paraître celui-ci minuscule, est déjà en cours de positionnement. Si cette analyse de la réinitialisation institutionnelle a changé la façon dont vous percevez la volatilité de votre portefeuille, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous dévoilons l'histoire financière et les futures structures qu'ils tentent de cacher au grand jour. Sécurisez vos connaissances, sécurisez votre avenir. Le prochain chapitre du Trésor mondial sera bientôt révélé.